Quel 11 face à la Norvège? Vous avez eu l'avis, l'opinion de Maxime, Martin et Cyril hier. On va vous donner la nôtre parce qu'il n'y a pas de raison après tout. Bah ouais, on a le droit aussi. On a aussi le droit. Non mais c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs choses, pas mal de différences Bah, je crois finalement. il y aura finalement à l'arrivée, vous allez voir, mais autant de 11 que de journalistes différents dans cette émission. Donc c'est ce qui est plutôt intéressant. Ça prouve qu'on est une rédaction voilà, où ça fuse, il y a de la réflexion, il y a de la Il y a du matière, débat. il y Voilà. a du débat. Commençons par ton 11, Arthur. Oui. On va l'afficher tout de suite à l'écran, si je ne dis pas de bêtises. Oui, donc bon, un peu comme tout le monde, on est sur un savant mélange entre un petit peu de fraîcheur et évidemment des titulaires habituels. Malo Gusto à droite parce qu'on a besoin de le voir, Malo Gusto, étant donné ce que Jules Koundé nous propose jusqu'ici, à savoir rien de très très convaincant. J'ai oublié Mike Maignan, mais pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est un gardien qui doit en plus continuer de trouver ses repères, donc pas de sujet à son cas. Dans l'axe, rappelons quand même qu'il y aura Erling Haaland, Sorloth en face, donc il faut quand même garder une certaine assise. Je garde évidemment un titulaire et je garde le titulaire qui va le mieux physiquement, Dayot Upamecano. Je mets Maxence Lacroix à ses côtés parce que Lacroix, c'est pour moi le troisième défenseur central dans la hiérarchie sur cette compétition, devant un Konaté qui est un peu plus en délicatesse en termes de confiance. J'ai pas forcément sauté au plafond devant la performance de Lucas Digne côté gauche, donc j'ai envie de revoir Théo Hernandez. Et à la réflexion, je pense que Théo Hernandez est plus adapté au style de jeu des Bleus que ne l'est Lucas Digne, qui peut mettre des centres. Voilà, on en parlera plus tard. Je ne veux pas trop m'avancer. N'Golo Kanté, je sais qu'on va en parler après, donc je ne vais pas trop spoiler ce que je vais dire après à ce sujet-là, mais je le mets titulaire. Aux côtés d'Aurélien Tchouameni, qui était remplaçant contre l'Irak, donc il faut aussi qu'il retrouve du rythme avant les matchs à élimination directe. Deux joueurs qui doivent reprendre un petit peu de confiance, selon moi, dans le secteur offensif, c'est Désiré Doué et Ryan Cherki. On aura peut-être l'occasion aussi de développer un peu après, mais c'est pour ça que je les mets. Mbappé, pas trop de sujet en pointe, le leader, il doit continuer de jouer. Et puis Ousmane Dembélé, parce qu'il est entre deux. Il a repris confiance contre l'Irak et à la fois, il faut qu'il continue d'avoir un peu plus de repères avec ses coéquipiers, limite quitte à faire un petit 50-50 avec Michael Olise, une mi-temps chacun ou quelque chose comme ça. Mais j'aimerais bien voir Ousmane Dembélé titulaire. Alors pour ma part, il y a quelques petites différences avec ton 11, Arthur. Sur la défense, je suis à peu près d'accord avec toi. Gusto doit jouer parce que Koundé n'est vraiment pas convaincant depuis le début de ce mondial et que on a envie de voir Malo Gusto, ce que ça donne sur ce match-là. Défense centrale, c'est un petit peu pareil. Saliba, on est obligé de le reposer parce qu'on est très inquiet encore pour son dos. Il en a parlé en conférence de presse. Il faut qu'il se repose. On est quand même obligé de garder un Cador parce qu'il y a du très lourd en face. Maxence Lacroix pour les mêmes raisons que toi, parce que je pense que c'est le troisième défenseur central dans la hiérarchie aujourd'hui. Je conserve Lucas Digne, parce que moi non plus, je n'ai pas sauté au plafond en voyant sa prestation, mais je continue de penser qu'il offre quand même plus de garanties sur le plan défensif et que dans la situation de l'équipe de France avec ce 4-2-3-1, ça reste le plus important à mes yeux. Okay. Au milieu, pas de Kanté pour moi, plutôt Manu Koné, pour la simple et bonne raison que je l'ai trouvé très très bon face à l'Irak, que pour moi là aussi c'est le troisième milieu dans la hiérarchie et que je suis convaincu qu'on va devoir le revoir dans la suite de la compétition, que il faut qu'il reste dans le rythme, il faut qu'il continue de trouver des automatismes avec ses partenaires. Donc pour moi il y a aussi quelque chose de l'ordre de la méritocratie pour Koné. Sur la ligne d'attaque, je préfère conserver Barcola. Pourquoi ? Parce que j'aime la symétrie entre, d'un côté, un joueur qui aime recevoir les ballons dans les pieds, et de l'autre, un joueur qui est capable de prendre la profondeur, qui est capable de faire des courses. Et puis, il y a aussi une récompense. Je l'ai trouvé plutôt bon sur son entrée face au Sénégal et sur son deuxième match face à l'Irak. Cherki, ça a été le grand débat de l'émission d'hier. Je suis un petit peu de la version Maxime. Je pense qu'il faut encore lui donner une chance. C'est potentiellement sa dernière chance. Mais là, voilà, c'est une manière de lui dire, aujourd'hui, tu es titulaire, tu rentres pas, tu n'es pas là pour faire des fantaisies, tu es là pour vraiment faire un match de Cador au poste de numéro 10. Donc j'ai envie de voir Cherki dans cette configuration-là. Et puis on attaque évidemment Mbappé, il n'y a pas de sujet titulaire indiscutable. Dites-nous, vous, si vous n'avez pas eu la chance d'assister à l'émission d'hier, quel changement vous feriez sur le 11 de l'équipe de France vendredi ? Moi, je voudrais faire une petite mise au point. Quand même, juste une mise au point ? Une petite mise au point. Alors vas-y, on t'écoute. Sur Ryan Cherki. C'est étonnant que tu veuilles faire des mises au point sur Ryan Cherki. Pas plus que sur un autre, mais non, Ryan Cherki, je trouve qu'on...
Il y a un traitement un peu difficile, je trouve, à son encontre. J'ai lu et entendu des choses assez sévères, je trouve un peu trop sévères à mon goût, sur son entrée contre l'Irak. Contre le Sénégal, son entrée, elle est ratée. Contre l'Irlande du Nord, son entrée en match de préparation, elle est ratée. Il perd un ballon qui coûte un but. Il n'y a pas de débat. Contre l'Irak, je trouve que c'est plus nuancé que ça. Son entrée, elle est inégale, elle n'est pas mauvaise. Parce qu'il y a des très bonnes choses. Il y a notamment un ou deux ballons qui donnent à Digne côté gauche, qui débouchent sur des situations. Il y a surtout une magnifique louche qu'il donne à Kylian Mbappé qui débouche sur une très très grosse occasion. Ça commence plutôt bien. Après, je suis d'accord avec tout le monde, il y a une chose qu'il faut qu'il gomme, c'est ses pertes de balles dans les zones interdites. Il perd encore un ballon dans une zone devant sa surface contre l'Irak, ça, il faut gommer. Mais après, je pense qu'il y a un biais dans le traitement de Ryan Cherki qu'il faut un petit peu effacer. Cherki, si on le prend, c'est bateau de dire ça, mais c'est avec ses qualités, avec ses défauts. Vous ne pouvez pas avoir les qualités de Cherki sans ses défauts. Vous ne pouvez pas avoir ses dribbles géniaux et ses passes géniales sans des pertes de balles. Je m'amusais à comparer, peut-être que voilà, tu apprécies ce joueur, tu es un petit peu subjectif dans ton analyse. Je regardais les stats de Lamine Yamal en Liga la saison dernière. C'est 20 ballons perdus en moyenne par match, Lamine Yamal. Ça paraît énorme comme ça, mais c'est la réalité de ces joueurs un peu créatifs. Et dernière chose, je trouve, pour vous rappeler, donc Désiré Doué est rentré en même temps que Ryan Cherki contre l'Irak. Est-ce que vous avez lu une critique ou entendu une critique sur l'entrée de Désiré Doué? Moi, j'en ai pas entendu. Et pourtant, Doué, il a fait une entrée, et c'est un joueur que j'adore, hein, mais il a fait une entrée absolument neutre. Il réussit rien. Il perd juste un ballon de moins que Ryan Cherki, mais il ne crée rien ni par le dribble, ni par la passe. Et je trouve que personne tombe sur Désiré Doué, alors que Cherki, on lui tombe dessus un petit peu parce que c'est Ryan Cherki, j'ai l'impression. Donc voilà, je me suis vraiment concentré à revoir son entrée en jeu à Ryan Cherki, 20 minutes de jeu où je regarde que lui, et je trouve qu'on a été un peu dur avec lui. Donc de la même manière qu'on était un petit peu revenu aussi sur nos analyses de la première mi-temps de Dembélé contre le Sénégal, où finalement, après revisionnage, on se rend compte qu'on découvre d'autres choses et que son match n'est pas si catastrophique que ça. Et ben, j'avais envie un petit peu de refaire la même chose avec Ryan Cherki. Voilà. Tu m'as convaincu, Arthur. Ah, je suis content de t'avoir emmené dans mon train. Et d'ailleurs, il y a Nira qui disait Cherki titulaire, je n'étais pas convaincu hier, voyons les arguments du jour. Et dis-nous, Nira, si tu as été convaincu ou non. Moi, je te rejoins sur le. Je pense qu'il a toujours une étiquette, Cherki. Ouais. Il a beau avoir complètement changé. Cherki de Manchester City, ce n'est plus du tout le même joueur, et physiquement, et dans l'état d'esprit qu'il n'était à Lyon. Mais je pense qu'il souffre encore de cette étiquette-là, de joueur un petit peu dilettante, un petit peu je m'en foutiste, de ce langage corporel qui n'est pas toujours celui qu'on a envie de voir. Donc je pense qu'il souffre de ça, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette petite différence de jugement avec Désiré Doué, parce que sur ce que tu dis sur la remarque sur l'entrée de Désiré Doué, je suis totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que je préférerais revoir Barcola. C'est aussi une manière de dire à Désiré Doué, ce poste de titulaire, il n'est absolument pas acquis, et il va falloir faire beaucoup plus pour le récupérer. Donc je te rejoins un petit peu sur tout ça. Nira nous dit « Mon souci, ce sont les défauts de Cherki dans le système actuel de l'EDF, de l'équipe de France, pardon, avec une meilleure assise au milieu et en défense, pas de souci, mais pour le moment, pas convaincu. » C'est plutôt un bon argument aussi. Oui, et alors aussi, il y a quelque chose à mettre à son débit, à Ryan Cherki. Je trouve qu'il est bon dans deux contextes. En tant que titulaire, évidemment, parce que ça peut aussi être un petit peu un diesel, Ryan Cherki. Et dans l'état d'esprit aussi. Oui, dans sa manière d'aborder le match. Tout à fait. Donc en tant que titulaire et en tant que super sub, quand son équipe est menée ou fait match nul. Là, ça fait 3 entrées de suite où l'équipe de France est en gestion. Et ces moments-là, c'est typiquement les moments où les défauts de Cherki ressortent, parce que vous sentez bien qu'il a envie de participer à la fête, qu'il n'a pas envie de rentrer juste pour geler le ballon. C'est pas son jeu, ça. Donc à limite, moi, qu'on me dise que Cherki, on ne le fait plus rentrer quand il y a un score à gérer, ça ne me dérange pas. Il est plus adapté à d'autres contextes, soit. Mais ne soyons pas trop durs avec lui dans le traitement, parce que même dans l'implication, je regardais ses statistiques, il y a 2 ballons récupérés, il va au duel 3-4 fois. Voilà, Doué, encore une fois, c'est vraiment pour faire ce comparatif-là, j'ai rien contre Désiré Doué, mais il récupère aucun ballon, il ne va pas au duel sur son entrée en jeu. Donc voilà, remettre aussi un peu les points sur les i à ce niveau-là. L'église au centre du village. Sébastien, oui, tu nous montres le sondage. Est-ce qu'il faut laisser Michael Olise au repos face à la Norvège ? On peut en parler, c'est très partagé d'ailleurs. On est le oui est à 54%, le non à 46%. Toi, ton opinion là-dessus, Arthur ? Je l'ai mis remplaçant dans ma compo, donc je vais plutôt défendre le oui, faut-il le reposer. Michael Olise, pour moi, on a vu ce qu'on avait à voir. L'argument de Martin, je crois, c'est de dire il faut que Olise, la connexion avec Dembélé et Mbappé continue de se peaufiner. Ces 3-là sont la clé de l'équipe de France, et il faut continuer de les faire jouer. Évidemment, je ne peux pas contredire ça. Après, je ne pense pas que ce soit
1 heure de jeu en commun qui démultiplie leur entente sur le terrain. Je pense qu'encore une fois, ils ont aussi joué ensemble en préparation. Ils ont eu le temps quand même de voir un petit peu, d'avoir des automatismes. Et il faut aussi penser durée. C'est une compétition qui est plus longue que d'habitude. Il y a plus de matchs. Il y aura des 16e de finale. Si c'est un adversaire un peu abordable, ça peut être limite un 4e match de poule ou un équivalent. J'exagère un petit peu, mais il y aura encore un petit peu de temps, selon moi, même si je ne veux pas voir les Bleus trop beaux et les voir arriver, pour peaufiner ces automatismes-là. Il faut penser aussi au repos. Et encore une fois, ce que je disais, une mi-temps chacun, par exemple, ça ne me choquerait pas. Même si j'aimerais aussi revoir un petit peu Marnès Akliouche, mais une mi-temps chacun, ça ne me choquerait pas. Donc, Olise, il faut rappeler aussi qu'il a eu une saison quand même très longue avec le Bayern, beaucoup de matchs. On pense souvent au physique de Dembélé, on a pensé au physique de Mbappé en courte saison. Olise, j'ai envie que ça ne soit pas du tout un sujet et que ça reste un non-sujet, le physique d'Olise, donc laissez-le en frais. Mais surtout qu'avec Olysée, on sait ce qu'on a. Ouais. Il n'y a plus de doute finalement autour d'Olysée. On sait que ça marche, on sait dans quelle position ça marche. Et on sait que dans cette position-là, il trouvera très facilement Mbappé, qu'il est capable de trouver la bonne passe, de trouver l'ouverture, etc. Donc finalement, il y a rien à voir de plus, entre guillemets, pour Olysée. C'est pour ça qu'il faut profiter de ce match-là pour le reposer, parce qu'effectivement, il sort d'une saison assez monstrueuse avec le Bayern, exigeante physiquement Ouais. parce que c'est le jeu du Bayern, et que je pense que ça vaut pas le coup, ni le jeu n'en vaut pas la chandelle finalement sur ce match-là. Cas qui est totalement différent de Dembélé, parce que Dembélé, jusqu'à il y a quelques jours, on avait encore des gros doutes et on en a encore d'ailleurs sur son rôle en équipe de France. Donc Dembélé, oui, j'ai envie de le revoir parce que c'est aussi une manière de lui redonner une chance et de lui permettre de confirmer face à une équipe de Norvège qui est quand même beaucoup plus costaude que l'Irak. Le cas Olysée, on est dans un cas totalement différent pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. Autre point de divergence qu'on a eu dans nos 11, c'est le cas Kanté-Koné. Ouais. Et je rebondis sur un de tes arguments que j'approuve totalement sur Koné, à savoir c'est quelqu'un qui va avoir un rôle important dans la suite de la compétition. Je pense qu'N'Golo Kanté aussi. Je pense que quand il y aura une opposition plus relevée, une nécessité à un moment de verrouiller un peu plus face à des grosses oppositions, que ce soit en début de match avec un éventuel changement de système ou en cours de match, je pense que N'Golo Kanté, il va redevenir au moins sur certains bouts de match essentiels à cette équipe. Il y a eu cette mi-temps moyenne face à la Côte d'Ivoire en préparation, mais j'ai plutôt envie de me rappeler de cette titularisation, la dernière en date, face à la Colombie, où N'Golo Kanté, il avait encore une fois bluffé tout le monde. Il revenait comme ça sur un rassemblement de mars. Il avait bluffé tout le monde, et je pense qu'il a son truc à lui à apporter à cette équipe. Koné dans un registre, lui dans un autre. Et c'est pour ça que j'ai envie de voir ce roulement. J'ai envie que Kanté reprenne un petit peu de rythme aussi, qu'il se sente impliqué, même si c'est un cas, je pense, qui est plus facile à gérer en termes d'ego. Mais il ne faut pas non plus le négliger. C'est pas parce que N'Golo Kanté il est gentil qu'on peut lui donner 0 minute sur la phase de poule. Je pense qu'il faut quand même l'impliquer un peu plus, qu'il prenne du rythme et qu'il soit vraiment opérationnel. Si on a besoin de lui une demi-heure sur un 8e contre l'Allemagne où on mène 1-0, on est sous pression, j'ai envie de voir Kanté capable d'avoir un impact sur une entrée. Oh, mon argument pour Kanté, il est très simple, c'est exactement le même que Michael Olise, c'est qu'avec Kanté, je sais ce que j'ai et je sais ce que j'aurai. Ouais. Donc que je le fasse jouer face à la Norvège ou plus tard, je pense qu'on aura la même chose, il n'y aura pas de surprise avec Kanté. On sait que quand il rentrera, il aura de l'impact, il récupérera des ballons, il courra partout. J'ai aucun doute Mais il y a là-dessus. quand même, même pour lui qui a quand même une caisse hors norme, il y a quand même une question du rythme. Je ne peux pas penser qu'il n'y a pas de question de rythme pour quiconque, enfin pour Mais n'importe quel joueur que ce le soit. rythme sur 45 minutes ou sur 90 minutes, il l'aura forcément. Ouais, c'est C'est quand un même joueur long. qui Ils sont, connaît, ils c'est se un sont joueur qui réunis. connaît les grandes compétitions, qui connaît le très haut niveau, qui connaît la très haute intensité. Rien ne vaut quand même un match, quoi. Là, il s'entraîne fort tous les jours, pas de Oui, souci. c'est Mais sûr. lui mettre un match dans les pattes, je pense que c'est pas même 1 heure. Je m'en fiche, mais c'est quand même pas du luxe, quoi. Ouais, moi, je préfère revoir Koné parce que, encore une fois, l'échantillon qu'on a eu de Koné en équipe de France, il commence à être suffisamment grand pour se dire OK, on a suffisamment de performances consistantes. Et en plus, dans un rôle qui serait différent de celui qu'il avait contre l'Irak, parce que là, il y aurait Aurélien Tchouameni à ses côtés. On est à peu près sûr qu'Aurélien Tchouameni va jouer ce match-là. Et que ce binôme-là, franchement, est plutôt Oui. complémentaire. Faire reposer Adrien Rabiot, c'est intéressant. Et voir Koné dans ce rôle un petit peu plus proche du numéro 8, moi, ça m'intéresse. J'ai envie de le voir apporter du lien, justement, avec l'attaque et laisser tout ce qui est tâches défensives, donner le rythme à Aurélien Tchouameni. Ça m'intéresse. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, par contre. Sur la complémentarité qui me semble plus évidente entre Tchouaméni et Koné qu'entre Tchouaméni et Kanté. Ou si on caricature un peu, quand je pense par exemple à Tchouaméni et Rabiot, on a vu beaucoup lors du premier match contre le Sénégal, Tchouaméni gratter des ballons, Rabiot jouer ce rôle aussi de relais. Et je vois bien Koné
être un peu plus libéré qu'il n'a été dans les consignes face à l'Irak, dans un binôme avec Tchouaméni, c'est vrai que ça m'intéresse. Et je souscris d'ailleurs à tout ce que tu dis sur Manu Koné, parce que je suis le premier fan, entre guillemets, de ce qu'il a montré sur ce deuxième match de poule. Il y a une autre différence majeure entre nos deux 11, c'est celle du poste de latéral gauche. Oui. Toi, tu reviendrais plutôt à Théo Hernandez plutôt qu'à Lucas Digne. Ouais, parce qu'en fait, encore une fois, j'ai pas été archi convaincu par Lucas Digne. Pas déçu non plus, voilà, Mais est-ce assez que tu as neutre. été convaincu par Théo Hernandez? Non, mais pas déçu, pas archi déçu non plus. C'est-à-dire que Théo Hernandez, je sais qu'il peut y avoir une saute ou deux de concentration. Par contre, je sais que son plafond est beaucoup plus élevé dans ce qu'il peut apporter au bleu que celui de Lucas Digne. Et je trouve que dans ce système, avec cet effectif-là, Théo Hernandez, il a beaucoup plus à apporter. Lucas Digne, c'était presque caricatural, et je crois que c'est Cyril qui en parlait hier dans l'émission. C'est très bien d'avoir un super pied gauche, mais s'il met des centres et qu'il n'y a personne dans la surface, comme c'est toujours le cas en équipe de France, bah, ça n'a que peu d'intérêt. Théo Hernandez, il est beaucoup moins unidimensionnel dans son apport offensif. Il a une capacité à percuter balle au pied aussi dans l'axe. S'il joue avec un joueur comme Barcola, par exemple, qui colle la ligne, ça peut être intéressant aussi tactiquement d'avoir un latéral qui rentre beaucoup plus intérieur. Ce qu'on voit beaucoup dans d'autres sélections d'ailleurs. Et exactement, ce qui est très à la mode aujourd'hui. Et Hernandez a quand même ce truc-là, même de venir renforcer peut-être un peu le milieu par son positionnement par moment. Voilà, je pense que le potentiel Théo Hernandez est plus important. Après, oui, il y a une différence dans la rigueur défensive. Est-ce qu'elle Pour est moi, si importante que ça? Je ne suis pas certain non plus. je pense que tu l'as dit, dans la concentration, dans Oui, le niveau moyen de concentration des deux joueurs, je suis quand même beaucoup plus rassuré avec Lucas Digne qu'avec Théo Hernandez. ouais. Et pour moi, c'est l'élément central. Dans un autre contexte, avec un autre quatuor offensif, à une autre époque, évidemment que j'aurais choisi Théo Hernandez parce qu'il y a un apport offensif qui est beaucoup plus important. Déjà, d'une, je ne suis pas certain aujourd'hui que l'apport de Théo Hernandez soit celui qu'il était il y a encore quelques mois ou quelques années, pour prendre plus large. Et surtout, je pense que là, le curseur, il est tellement placé vers l'offensive. On a entendu Rabiot en parler, on a entendu Saliba en parler sur le fait que maintenant, les offensives adverses, elles arrivent plus rapidement parce que devant, il y a un quatuor offensif qui est justement très offensif. Donc je pense que l'importance, le point majeur de ce choix-là, c'est de sécuriser beaucoup plus défensivement. Et j'ai quand même tendance à penser que Digne, parce qu'il évolue en Angleterre depuis des années, parce qu'il connaît ses matchs à haute intensité, est un petit peu plus rassurant sur ce plan. Moi, je pense quand même que les défauts de Théo Hernandez de concentration sont plus visibles face à des oppositions que l'équipe de France subit. Parce que ces défauts de concentration-là, ils sont quand les situations devant votre but se répètent, etc. Donc éventuellement, un match face à l'Espagne, OK pour mettre Digne. Par contre, dans cette équipe de France-là, de la même manière que j'aimais beaucoup avoir Upamecano et Saliba, qui sont très forts pour gérer les 1 contre 1, avoir Théo Hernandez, ça me rassure dans le sens où je pense qu'il est plus à l'aise pour gérer les grands espaces. Il a peut-être un côté athlétiquement, en course, pour moi, il va plus vite que Lucas Digne. Je ne sais pas si c'est juste une impression visuelle, Non, ça, je y n'ai a pas pas les doute. chiffres de vitesse devant les yeux, mais c'est quand même quelqu'un qui peut gérer sur un retour, qui peut beaucoup plus m'impressionner dans ses retours et dans ses courses athlétiquement que ne le fait Lucas Digne. Donc c'est aussi pour ça, moi, que ça m'intéresse. Et je suis d'accord qu'il a plus son niveau d'avant et son impact d'avant, mais athlétiquement, je trouve qu'il nous a quand même plutôt rassurés sur la préparation des Bleus. On a Maël qui, je pense, te rejoint en disant « J'adore Lucas Digne, mais l'équipe de France n'a pas les profils offensifs pour exploiter ses points forts ». Ça revient un petit peu exactement à ce que disait Cyril aussi dans l'émission d'hier. Précision importante, parce que j'y pense que maintenant, mais demain, l'émission sera à 19h30. Oui. On l'a avancé pour coller au programme des Bleus. Donc, précision importante, demain, rendez-vous à 19h30 sur YouTube et sur HBO Max pour suivre cette émission en direct. On a Maël qui nous dit « La croix devant Konaté dans l'esprit du staff ». C'est l'impression qu'on a eue sur la préparation. Ouais, sur l'Irlande du Nord, parce que si je dis pas de bêtises, face à l'Irlande du Nord, c'est Lacroix qui rentre avant Konaté. Donc c'est ce qu'on a cru déceler dans les choix de Didier Deschamps. Après, est-ce que ça se confirmera? Parce qu'il faut dire que Konaté sort de prestations assez rudes, pour ne pas le dire autrement, à la fois en équipe de France et même sur sa saison avec Liverpool, ça a été très compliqué. Alors il a plein de circonstances atténuantes. Ça ne veut pas dire qu'on ne verra pas Konaté à un très haut niveau et que Konaté ne récupérera pas cette troisième place dans la hiérarchie des centraux. Mais là, à l'instant T, je pense que Maxence Lacroix est le numéro 3 en défense centrale.
Je vois un commentaire de Nira aussi qui nous dit dans un scénario idéal, la France fait le break face à la Norvège, on partage les minutes à partir de la 45e, voire 60e. C'est un peu ce qui est, je vais mal parler, mais bâtard avec ce troisième match contre la Norvège. C'est que, un, il y a un vrai enjeu, celui de la première place. Deux, une vraie opposition. C'est assez rarement le cas quand même sur les troisièmes matchs de poule où souvent on s'était retrouvé, voilà, Danemark, des Tunisie, même s'il y avait eu des défaites contre la Tunisie, mais des matchs un peu plus abordables. Là, c'est une vraie opposition, un vrai enjeu. Donc ça va être un petit peu se jauger entre tout ça. Mais je serais le premier avis, effectivement, à ce que à Cliouche puisse avoir de nouveau quelques minutes, à ce que éventuellement sur 10-15 minutes, un Marcus Thuram, voire un Jean-Philippe Mateta puisse un tout petit peu passer une tête en fin de match. Oui, je serais le premier. Un Jean-Philippe Mateta pour les centres de Lucas Digne. Ah là, Là, on valide. si Mateta est titulaire, mettez-moi Lucas Digne. Alors là, je suis le premier convaincu. Voilà, je crois qu'on a fait le tour sur ces compositions d'équipe. N'hésitez pas, encore une fois, à nous donner les vôtres. Juste, si je peux me permettre, parce que Vas-y, j'ai je t'en quand même prie. beaucoup opposé Ryan Cherki et Désiré Doué, mais pour moi, il y a un enjeu commun autour des deux qui est de leur donner un petit boost de confiance supplémentaire, parce que c'est les deux, parmi ceux qui sont amenés à avoir quand même pas mal de temps de jeu, qui n'ont pas encore eu ce moment marquant depuis le début de la compétition. Dembélé, il a un peu passé ce cap-là. Eux, il leur manque un petit truc quand même en termes de confiance, je pense, et il faut surtout pas sous-estimer ce qu'un Désiré Doué en confiance ou ce qu'un Ryan Cherki en confiance peut apporter à cette équipe en cours de match ou dès le départ, quand la tension va arriver à son compte, parce que c'est deux joueurs qui, globalement, gèrent très très bien la pression. Donc j'aimerais bien qu'ils arrivent très en confiance, ces deux joueurs-là.